Je vous informe que conformément à la faculté offerte par la loi, les réponses du Conseil d'administration aux questions écrites avant l'Assemblée générale ont été publiées sur le site internet de la Société. Pour privilégier les réponses en direct aux très nombreuses questions des internautes, je vous propose de ne pas les reprendre ici. Sachez que ces questions, 17, ont porté sur les thématiques de la transition énergétique, les questions sociales et sociétales. Les réponses du Conseil sont donc disponibles sur notre site internet, rubrique Assemblée générale. Afin de préserver cet esprit de dialogue auquel, vous savez, nous sommes particulièrement attachés, nous avons mis en place cette année le dispositif suivant. Une plateforme a été ouverte sur airliquide.com il y a 10 jours, sur laquelle vous avez pu déposer vos questions. Par ailleurs, depuis une vingtaine de minutes, vous avez la possibilité de poser votre question en direct. Notre session de questions-réponses va donc être alimentée par ces deux canaux. Je précise que votre qualité d'actionnaire ne pouvant être vérifiée à distance, les questions issues de ce dispositif n'entrent pas dans le cadre juridique du débat en salle. Je vous propose de commencer tout de suite avec des questions déposées il y a quelques jours. Nous avons reçu plus de 350 questions. Et sans surprise, l'hydrogène arrive en tête, suivi par la politique actionnariale et la mobilisation du groupe dans la lutte contre la pandémie. Prenons tout de suite la première question. Bonjour, mon nom est Stéphane Vialet. Voici ma question. J'ai lu sur LinkedIn qu'Air Liquide soutenait l'Inde dans la lutte contre la pandémie du Covid. Pourriez-vous nous en dire plus? Merci. Oui, merci monsieur, bien sûr, pour cette question. C'est un sujet malheureusement qui est d'actualité pour nous tous. Alors un petit rappel d'abord, Air Liquide en Inde est présent depuis finalement peu de temps à l'échelle de l'histoire du groupe, une quinzaine, entre 15 et 20 ans. Nous y avons une activité modeste, essentiellement dans le nord et l'ouest de l'Inde, et nous avons peu d'unités de production d'oxygène. Dans la situation actuelle, le sujet, c'est évidemment la production. Donc, la première réaction d'Air Liquide a été de mobiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toutes les équipes d'Inde, à peu près 550 personnes aujourd'hui, pour produire et livrer cet oxygène dans les meilleures conditions à tous les hôpitaux. Nous livrons en grande majorité aujourd'hui les hôpitaux et beaucoup moins les industriels. Mais ça n'est évidemment pas suffisant. Alors, ce que nous avons fait également, c'est que nous avons mis en place une logistique à l'extérieur de l'Inde via le groupe, en coopération bien évidemment avec le gouvernement français qui s'est activé aussi pour venir en aide à l'Inde au travers d'une chaîne de solidarité. Et puis, puisque nous avions des unités de production disponibles au Moyen-Orient, au Qatar notamment, eh bien, nous avons organisé la chaîne entre l'Europe, avec des containers qui ont été réservés d'Europe, acheminés vers le Qatar, remplis en oxygène liquide, puis envoyés en Inde par bateau, et qui vont correspondre, dans un premier temps, première étape, environ 300 tonnes d'oxygène, c'est-à-dire les quantités d'oxygène nécessaires pour traiter 10 000 patients de façon journalière. Alors évidemment, ça n'est pas assez, vous voyez bien, on parle de beaucoup plus au niveau de l'Inde. Donc nous allons, dans les semaines qui viennent, essayer de renforcer significativement ce dispositif en mobilisant d'autres actifs et en regardant ce que nous pouvons produire à partir de l'ensemble des usines qui sont à proximité de l'Inde. On pense à l'Europe, mais bien aussi, évidemment, le Moyen-Orient. Donc à terme, on peut considérer peut-être que nous arriverons à multiplier par 2, par 3, voire par 4 ces quantités d'oxygène et sauver autant de vies qu'il est possible de le faire en Inde. Voilà la contribution principale d'Air Liquide, c'est encore une mobilisation exceptionnelle des équipes pour faire face à cette pandémie en Inde. Nous allons prendre la question suivante. Monsieur le Président, quelle est, à votre connaissance, ou quelle serait à votre connaissance, la part de marché en Europe et au monde du véhicule électrique hydrogène, à base d'hydrogène donc, en 2030? Et si conséquent, quelle pourrait être, sous quelle forme
pourrait intervenir, Air Liquide, pour y participer. Merci. Voilà, nous voilà donc de plein pied dans le sujet de l'hydrogène. Merci, monsieur, pour votre question. Alors, votre question est relative évidemment à la voiture particulière. Donc, je voudrais faire un petit retour en arrière. Vous savez tous maintenant que ces grands marchés de l'hydrogène, en fait, sont des marchés assez larges puisqu'il s'agit de la mobilité à l'intérieur de laquelle on trouve la voiture particulière, mais également d'autres marchés. On pense au marché de l'énergie, produire, stocker, restituer de l'énergie électrique. On pense à la chaleur industrielle, aux bâtiments et bien évidemment au marché où l'hydrogène joue un rôle de matière première comme la sidérurgie, la chimie ou le raffinage. Donc à l'intérieur du marché de la mobilité qui fait entre 20 et 25% du marché, si l'on se projette à l'horizon de 2050, vous voyez monsieur, vous parlez de 2030, mais on est allé jusqu'à 2050, nous pensons qu'en fait le taux de pénétration de l'hydrogène à l'intérieur du marché de la voiture particulière peut atteindre 25%, mais plutôt dans le marché des voitures de moyenne ou de grande taille, c'est-à-dire des voitures plutôt de haut de gamme. On pense que les petites voitures resteront des voitures plutôt électriques à batterie. Mais je voudrais élargir un petit peu le débat et vous dire que si ces 25% sont atteignables, nous avons en fait des taux de pénétration qui seront même meilleurs pour ce qui concerne les bus, les trains, les vannes. Et là, on envisage des taux de pénétration de 35 à 40% à l'échéance de 2050. 2050, c'est loin, mais il faut imaginer que ce développement se fera par étapes. La première étape que nous visons, c'est évidemment 2030, où nous avons des objectifs, on les a exprimés tout à l'heure, plus précis. Et puis entre 2030 et 2040, je pense qu'on verra un décollage assez significatif de ces marchés de l'hydrogène. Voilà, monsieur, ce que je pouvais vous dire. Et puis, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Nous sommes évidemment, puisque vous parlez du rôle d'Air Liquide, présents sur toute cette chaîne. Et cette chaîne, il faut la concevoir depuis la production, l'acheminement, c'est-à-dire la livraison, la logistique, la distribution et les applications. Et c'est ça, finalement, ce qu'Air Liquide fait aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes capables d'assurer, depuis la production jusqu'à l'application, la fourniture de l'hydrogène. Merci. Prochaine question. Bonjour, je m'appelle Muriel et voici Charlie. Je suis actionnaire d'Air Liquide depuis mon premier salaire et je l'espère actionnaire de mère en fils. L'actualité récente met beaucoup en avant la conquête spatiale et notre question est la suivante. Quel rôle compte jouer Air Liquide dans cette conquête? Tu veux voyager dans l'espace, Charlie? Oui. Merci. Bonjour Muriel et bonjour Charlie. Merci de cette question. C'est vrai qu'ici, nous sommes dans un centre d'innovation, donc on ne peut pas s'empêcher de penser au spatial. Alors, quelle est l'histoire d'Air Liquide dans le spatial? D'abord, cette histoire, elle a commencé sur Terre. Elle a commencé il y a maintenant fort longtemps, quand Air Liquide a été associé à la fabrication et au carburant de la fusée Ariane, qui est la fusée européenne. Et nous sommes toujours un fournisseur principal de l'oxygène et de l'hydrogène qui sont nécessaires pour faire fonctionner cette fusée. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes aussi, depuis maintenant quelques années, dans le monde des satellites, puisque pour propulser les satellites, c'est-à-dire pour les conduire dans l'espace, eh bien, il faut des produits qui sont les nôtres, comme le xénon, qui est très lourd et qui permet d'être très fin dans le pilotage des satellites. Puis il faut aussi les refroidir. Et là, nous avons les meilleurs réfrigérateurs au monde qui font le froid pour aller prendre les photos de l'univers. Voilà la deuxième présence d'Air Liquide. Mais ça, c'est le présent. Alors, on va aller un petit peu vers le futur. On se dit, mais de quoi est fait le futur? Le futur, c'est la Lune. Et puis, peut-être, c'est Mars. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, il faut savoir que finalement, dans l'espace, il y a deux produits essentiels. Il y a l'eau et l'oxygène. L'eau, parce que l'eau, c'est évidemment nécessaire à la vie, on a besoin d'en boire, mais l'eau, c'est aussi la source de l'hydrogène et de l'oxygène. Et séparer l'eau pour en faire de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est avoir le carburant, c'est-à-dire l'hydrogène. Et l'oxygène également.
L'oxygène, c'est la vie des astronautes. Donc on peut concevoir d'avoir des stations qui ravitaillent les fusées entre la Terre et la Lune. Mais encore plus loin, il s'agit de Mars. Dans Mars, l'atmosphère est faite de CO2 à 95%, et puis un petit peu d'oxygène, d'azote et d'autres molécules. Et là, le gros challenge, évidemment, ce sera de séparer ce CO2 en carbone et en oxygène. Et le jour où on y arrive, eh bien, on peut envisager d'avoir de la vie sur Mars. Donc vous voyez, l'histoire dans le spatial, c'est le passé, c'est toute l'expérience d'Air Liquide, c'est le présent, puisque nous sommes aujourd'hui présents, mais ça va être aussi le futur, avec la Lune et Mars. Et j'espère qu'on pourra accueillir Charlie à l'Air Liquide. Question suivante. Donc la question suivante est une question écrite. L'obstacle coûteux à la solution hydrogène pour les véhicules est la mise en place d'un réseau de distribution dense. Alors que font concrètement Air Liquide et les autres pour y participer activement? Alors, je crois que ça, c'est une question qui a un volet financier important, et je voudrais demander à Fabienne d'illustrer un petit peu ce que nous faisons justement sur le plan financier pour pouvoir aider au développement de la distribution. Fabienne ? Alors, il est clair que le développement du réseau de distribution, du réseau de stations-service pour la mobilité, c'est un des sujets à traiter, mais ce n'est évidemment pas le seul. Il faut mettre en place toute une chaîne logistique, liquéfaction, transport, distribution jusqu'au point de vente, qui n'existe pas aujourd'hui, avec des impératifs de température très basse, qui sont celles de l'hydrogène liquide, de sécurité bien sûr, qui ne sont pas simples à gérer. Nous considérons, nous, Air Liquide, que notre métier, c'est plutôt la partie amont de la chaîne hydrogène et que nous devons concentrer notre capacité d'investissement sur la production, la liquéfaction et le transport jusqu'au point de distribution. Donc, comment faire pour qu'en parallèle, les réseaux de stations continuent à se développer? Alors, au départ, nous avons participé à des projets pilotes qui étaient plutôt de petits partenariats, souvent avec des constructeurs automobiles comme Toyota. Nous l'avons fait sur la côte est des États-Unis, nous l'avons fait au Japon. Puis il y a des consortiums un petit peu plus larges qui se sont développés et qui associent à la fois des constructeurs automobiles, des énergéticiens, des fournisseurs de gaz industriels, des acteurs du domaine public. C'est ce qu'on a vu par exemple en Allemagne pour le développement des réseaux de stations sur les autoroutes. Et enfin, on voit des nouveaux moyens de financement, des fonds d'investissement pour les infrastructures hydrogènes qui sont en train de se développer. Vous avez peut-être vu un certain nombre d'annonces dans la presse, il devrait y en avoir d'autres. Donc nous considérons que ces fonds d'investissement vont permettre de développer plus rapidement les réseaux de distribution aval. Par ailleurs, les plans de soutien à la fois des gouvernements et de l'Union européenne que Benoît a mentionné dans sa présentation vont aussi aider au développement de ces réseaux par l'allocation de subventions dans les différentes régions. Merci Fabienne. Nous allons prendre la question suivante. Dans le cadre des projets de production d'hydrogène, notamment par électrolyse, on devrait assister à une production conjointe d'oxygène fatal, produit en même temps que l'hydrogène dans les électrolyseurs. D'importantes quantités d'oxygène additionnel pourraient donc être disponibles sur le marché. Est-ce que ces quantités supplémentaires sont de nature à perturber, voire déstabiliser le marché d'oxygène actuel? Et ces quantités nouvelles disponibles sont-elles aussi de nature à pouvoir ouvrir de nouveaux marchés qui ne seraient pas accessibles aux conditions économiques de l'oxygène produit par voie traditionnelle? Oui, merci. C'est une question effectivement intéressante, un peu technique, mais je crois qui est intéressante parce qu'elle illustre finalement l'impact que peut avoir le développement massif de l'hydrogène sur un autre produit, sur l'oxygène. Alors, un petit peu de technique pour recadrer le débat. Dans une mole d'eau, vous savez qu'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, et il y a 8 fois plus en masse d'oxygène que d'hydrogène. Donc, quand on génère 2 grammes d'hydrogène, on génère 16 grammes d'oxygène pour 18 grammes, une mole d'eau. Donc, oui, monsieur, vous avez raison. Chaque fois qu'on produit de l'hydrogène par électrolyse, on fabrique de l'oxygène. Alors, cet oxygène
a une caractéristique première, c'est qu'il est de très haute pureté, ce qui est une très bonne chose. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail, l'énergie qui est nécessaire pour séparer cette molécule d'eau en hydrogène et oxygène, cette énergie est assez importante. C'est ça qui rend d'ailleurs l'hydrogène relativement cher aujourd'hui, mais ce coût va baisser évidemment avec le temps. Donc, selon qu'on affecte plus ou moins d'énergie à la production d'oxygène, cet oxygène est totalement gratuit ou pas si gratuit. Et c'est une comparaison qui est intéressante à faire parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, nous avons atteint en à peu près un siècle une maturité dans les technologies de production d'oxygène par distillation de l'air, c'est ce que nous faisons nous à l'air liquide aujourd'hui, parce que les effets d'échelle nous ont finalement permis de produire cet oxygène avec une très basse énergie, donc à un coût extrêmement compétitif. Je voudrais donner un chiffre. Dans la présentation de la stratégie tout à l'heure, vous avez pu avoir les illustrations du site de Sasol, en Afrique du Sud. Eh bien, sur ce site, vous avez des unités d'oxygène qui font 5000 tonnes jour de production. Alors, 5000 tonnes jour d'oxygène, c'est l'équivalent de 625 tonnes jour d'hydrogène si cet oxygène était fait par électrolyse. Et pour produire cet hydrogène et donc l'oxygène associé, je suis dans votre question, eh bien, il faudrait 1450 mégawatts, c'est-à-dire à peu près une tranche nucléaire. Donc vous voyez que l'énergie qui est nécessaire pour produire tout cet oxygène et cet hydrogène associé est tout à fait considérable. Donc je ne vois pas à court terme, c'est-à-dire dans les 10 prochaines années, de menaces particulières sur notre métier d'oxygène, mais bien sûr, nous serons vigilants et nous adopterons toutes les synergies possibles. Voilà, monsieur, pour votre question. Nous allons prendre la question suivante. Monsieur le Président, bonjour. Jean-Pierre Bélez de Soulanges pour l'APAI, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Comment vous battez-vous contre les compétiteurs opportunistes qui se multiplient dans le secteur hydrogène-mobilité? Revendiquez-vous une place de leader? Y a-t-il des barrières à l'entrée? Y a-t-il de la place pour tous? Une concentration du secteur est-elle mûre? Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Donc nous sommes toujours dans les mêmes questions sur ces marchés du futur, comment les aborder, quelle est la position d'Air Liquide, quels sont les concurrents. Vous citez l'hydrogène et notamment notre position par rapport aux grands énergéticiens. Alors là aussi, je voudrais vous faire prendre un petit peu de recul. Les énergéticiens font pour le secteur de la production d'électricité, essentiellement de l'électricité. Pour le secteur pétrolier, eh bien, du pétrole, du gaz. Voilà deux secteurs qui peuvent être effectivement concernés par l'hydrogène. Mais ce ne sont pas les seuls. En fait, si vous regardez bien, vous avez également la chimie. La chimie est consommatrice et productrice d'hydrogène. Et puis, on en a parlé déjà abondamment, la mobilité. Donc, nous avons en fait un certain nombre de secteurs qui sont potentiellement des secteurs utilisateurs ou producteurs d'hydrogène. La particularité d'Air Liquide, c'est qu'Air Liquide est au carrefour de tous ces secteurs et Air Liquide est positionné aujourd'hui déjà, et ce depuis des décennies, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous pouvons en fait produire, comme vous le savez, soit à partir de gaz nat, soit à partir d'électricité, l'hydrogène. Donc nous pouvons nous adresser par cette production à tous les secteurs. Et puis nous sommes assez uniques, avec quelques autres concurrents gaziers industriels, à pouvoir le purifier, le liquéfier et le transporter. Et c'est, vous avez compris, fondamental pour apporter cet hydrogène à tous les marchés. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Nous avons parlé tout à l'heure avec Fabienne de la distribution des stations-service, et ça, c'est un métier nouveau, c'est un métier dans lequel Air Liquide n'est pas aujourd'hui, mais dans lequel nous avons des compétences. Nous avons déjà vendu 120 stations dans le monde. Donc, nous envisageons d'être en collaboration avec des partenaires sur ce sujet-là. Et puis, dans les marchés en aval de cette distribution, nous avons des compétences sur la façon de stocker, la façon d'utiliser, la façon de gérer la sécurité de l'hydrogène. Donc nous avons en fait une valeur ajoutée tout au long de la chaîne, tout en restant finalement au carrefour de tous ces secteurs. Donc je pense que le positionnement d'Air Liquide aujourd'hui et à l'avenir est un positionnement extrêmement fort que nous saurons
évidemment maintenir et mettre au bénéfice de l'ensemble de votre groupe. Merci. Nous allons prendre maintenant la question suivante. Bonjour, voilà, je détiens maintenant depuis la 6e année des actions Air Liquide dont je suis très satisfait. Je voulais savoir, bien évidemment, compte tenu des événements que nous connaissons tous, est-ce que, notamment, je crois que c'est septembre prochain, vous continuerez à distribuer des actions gratuites? Alors, petit rectificatif, monsieur, ce que nous avons dit, c'est que nous avions, avec le conseil d'administration, pris la décision de principe d'attribuer une action gratuite pour 10, mais en juin 2022. C'est donc un petit peu plus tard que septembre de cette année. Et ça, il faut le replacer, je crois, dans l'ensemble des 2 années de pandémie. Nous avons été très heureux et fiers l'année dernière de pouvoir maintenir le dividende. Vous savez, tous les débats qui ont eu lieu en France, mais également dans d'autres pays d'Europe à propos du dividende. Nous avons maintenu le dividende, ce que nous livrons cette année, bien sûr. Nous avons aussi envisagé l'avenir et fait des projections. Nous avons donc publié nos prévisions. Et donc, avec tous ces éléments, nous avons considéré que nous pouvions, cette année, nous engager pour l'année prochaine. Mais ce ne sera pas en septembre, ce sera en juin de 2022. Maintenant, en ce qui concerne la politique générale, le principe d'attribution d'actions gratuites, c'est un principe auquel nous sommes évidemment extrêmement attachés. Pourquoi? Eh bien parce que, finalement, c'est une façon de faire fructifier le nombre d'actions que vous détenez. Ce nombre multiplié par la valeur de l'action, le jour où nous distribuons, est évidemment donne une valeur inchangée. Mais avec le temps, la valeur de l'action repart et ce que cela vous assure à vous, nos actionnaires, c'est finalement une augmentation en valeur de votre dividende à chaque distribution d'actions gratuites. Ce principe est un principe important. C'est un principe exigeant pour nous puisqu'il nous force à augmenter le dividende et donc à être toujours dans une équation relativement performante en matière de résultats, puisqu'il faut faire croître le résultat tous les ans. Nous sommes attachés à ce principe. Je sais que tous nos actionnaires individuels le sont également. Donc, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce principe. Et cette pandémie qui a bousculé un certain nombre de principes n'a pas du tout entamé ce principe de distribution d'actions gratuites que nous avons dans le groupe Air Liquide. Donc, nous continuerons, mais avec un échéancier, un timing qui sera adapté. C'est ce que nous avons fait cette année. Merci. Question suivante. Fabienne? Je la lis, c'est une question écrite. Est-ce qu'il y a un plan de succession concernant M. Potier et quand prévoyez-vous sa mise en œuvre? Merci d'avance pour votre réponse précise. Alors, eh bien, évidemment, chez Air Liquide, les plans de succession, on peut dire, sont élaborés dès le premier jour. Et je me référerai à ce qu'avait dit Édouard Royer, président directeur général d'Air Liquide, c'est qu'à sa prise de fonction, il s'était préoccupé de savoir qui serait son successeur. Et je pense qu'Alain Joly, président également d'Air Liquide, a fait la même chose le premier jour de sa nomination. Dans cette tradition, bien sûr, nous nous en sommes préoccupés, je m'en suis préoccupé. Vous me direz, ça fait maintenant un certain nombre d'années que ma réflexion a été débutée, si ça a été le premier jour. Mais nous avons évidemment à cœur avec le Conseil, avec le comité de nomination, de préparer toute succession, celle du dirigeant mandataire social, mais également celle des équipes. Et nous nous y attachons chaque année avec le comité exécutif pour ce qui concerne l'équipe de direction de management et avec le comité de nomination pour ce qui concerne le Conseil. En termes de timing, évidemment, dès que nous serons prêts, dès que ce plan sera à l'ordre du jour, eh bien, nous le communiquerons, ce qui est la règle et ce que nous serons contents de faire vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes et au rang desquelles les actionnaires, bien évidemment, en premier. Mais ce n'est pas encore l'heure. Merci. Question suivante.
Bonjour Monsieur Potier, Monsieur Savert, actionnaire d'Air Liquide depuis longue date, j'habite les Pyrénées-Atlantiques. Voici ma question. On connaît la part du chiffre d'affaires réalisé par le groupe dans la zone Asie-Pacifique, autour de 22%, je crois, mais on ignore celle réalisée précisément en Chine. Compte tenu de l'importance de ce pays dans la croissance mondiale pour les années à venir, avez-vous une attention toute particulière à l'égard de la Chine? Et comptez-vous renforcer vos investissements dans cette zone du monde? Voilà, merci pour votre éclairage. Merci pour cette question, monsieur. Je vais demander à Fabienne de nous donner des précisions sur le poids de la Chine et notre stratégie dans ce pays. Fabienne? Alors, monsieur, pour vous répondre très précisément, le groupe, à travers ses différents métiers, réalise environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Chine, ce qui représente à peu près 10% de nos activités. C'est un pays dans lequel nous avons énormément investi sur les 15 dernières années, puisque nous avons investi environ 3 milliards d'euros, avec la volonté de développer tous nos métiers et de prendre une position de leader avec les clients, ce qu'on appelle Tier 1, c'est-à-dire les clients de première qualité, que ce soit des clients internationaux implantés en Chine ou des clients locaux. En ce qui concerne la grande industrie, nous y développons une stratégie de bassin où nous essayons de renforcer notre présence dans les bassins industriels clés. Nous accompagnons bien entendu le développement de l'électronique en Chine, qui se développe plus rapidement que la moyenne de l'électronique mondiale, avec des soutiens très très forts du gouvernement local. Nous travaillons là aussi avec des clients internationaux, des champions locaux. En ce qui concerne l'industriel marchand, nous y développons une stratégie qui est très inspirée de celle d'Airgaz, la société que nous avons achetée aux États-Unis en 2016, avec de petites acquisitions pour renforcer petit à petit nos parts de marché et y développer notamment le marché bouteille avec une logistique capillaire pour livrer en direct jusqu'aux plus petits clients. Par ailleurs, les activités hydrogène énergie, hydrogène mobilité commencent à se développer en Chine également et nous y nouons des partenariats, notamment pour développer dans un premier temps tout ce qui est service aux véhicules lourds, aux flottes de camions et aux flottes captives comme les autobus. Donc la Chine aujourd'hui, c'est 50% de grande industrie, 25% d'électronique et 25% d'industriels marchands. La santé se développe également, c'est encore une petite activité car il est très très compliqué en Chine pour une société non chinoise d'obtenir les permis nécessaires dans le domaine de la santé. Nous y avons près de 5000 collaborateurs. Nous y avons fait progresser notre chiffre d'affaires en 2020, malgré une première partie d'année extrêmement difficile à cause de la pandémie, puisque nous avons une croissance de plus de 3%. Et sur le premier trimestre, nous étions à plus 13%, avec un rebond assez exceptionnel de l'économie chinoise et des croissances pouvant aller, par exemple, jusqu'à 30% dans nos activités industrielles marchandes. Donc oui, nous sommes à la fois très présents en Chine et toujours désireux d'investir dans ce pays pour y soutenir à la fois le développement de nos clients internationaux et des acteurs locaux. Merci Fabienne. Donc vous voyez que ces 2 milliards en Chine de chiffre d'affaires sont amenés à se développer encore plus fortement. Question suivante, Fabienne, c'est une question écrite. Alors, est-ce que Air Liquide a des activités biométhane en France? Si oui, quel est son pourcentage par rapport à l'ensemble de l'activité d'Air Liquide? Et sinon, avez-vous des projets? Alors, le biométhane, c'est effectivement un sujet intéressant. On en a parlé tout à l'heure dans une des vidéos. Et c'est ici, au Loge Jean Josas, dans notre centre d'innovation, que nous développons en fait nos connaissances sur la partie en amont, la partie des digesteurs. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en France? C'est assez faible, hein, c'est moins de 1% du chiffre d'affaires en France. Pour autant, c'est une activité en pleine croissance, c'est une activité intéressante. Alors pourquoi Air Liquide est dans le biométhane? Eh bien parce qu'au départ, nous avons les technologies de purification du biogaz, c'est-à-dire ce qui sort des digesteurs. Les digesteurs, ce sont ces espèces de réacteurs dans lesquels on met la matière qui vient, les rejets de l'agriculture, qui fermentent avec des bactéries et qui produisent un gaz. Et ce gaz est un mélange de biométhane, c'est-à-dire de gaz naturel et de CO2 notamment, d'azote.
Donc il faut l'épurer. Pour l'épurer, nous avons recours aux technologies d'air liquide qui sont des technologies à membrane. Et c'est ça l'origine de la présence d'air liquide dans le biométhane. Nous avons donc une activité qui reste modeste en pourcentage du chiffre d'affaires, mais qui se développe. Nous avons des opérations déjà en France. Nous sommes en train de développer des nouveaux projets, donc plusieurs nouveaux projets. Il y a, pour avoir un ordre de grandeur, à peu près une vingtaine de projets en activité aujourd'hui dans le monde en biométhane, 90 stations-service de gaz biométhane. Alors à quoi elles servent? Eh bien, elles servent en fait à alimenter des transports lourds, donc des camions pour la plupart, ou des bus, qui viennent se recharger en gaz naturel bio. Et donc c'est une activité verte, c'est une activité extrêmement intéressante pour le futur, que nous pouvons d'ailleurs combiner à l'hydrogène, puisque produire de l'hydrogène avec du biométhane, c'est par définition bas carbone. Nous avons des projets donc en France, nous en avons en Europe, en Italie notamment, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans le nord de l'Europe, mais également aux États-Unis, nous sommes déjà pas mal développés. Donc voilà, c'est une activité intéressante et qui a un futur dans un certain nombre de pays développés pour la plupart, y compris la France. Nous allons prendre la question suivante. Fabienne, question écrite. Jusqu'où est-il raisonnable d'emboîter la voie hydrogène? J'ai personnellement roulé il y a 20 ans dans une Volvo mue à l'hydrogène, réservoir dans le coffre arrière, et je n'étais pas rassurée. Alors, c'est une question, merci de la poser, une question importante, puisque c'est une question relative à la sécurité. D'abord, je voudrais apporter un témoignage. Je pense que ça fait 3 ans maintenant que tous les matins, je vais au bureau avec une voiture à hydrogène dont le réservoir est effectivement dans le coffre. Donc, à titre personnel, je n'ai plus d'anxiété depuis maintenant longtemps. Pourquoi? Essentiellement, je pense, parce que les technologies qui sont utilisées de nos jours par rapport à celles, monsieur, à laquelle vous faites référence il y a 20 ans, ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les réservoirs sont faits avec des fibres de carbone noyées dans la résine. Ce sont des technologies qui viennent de l'aéronautique et qui sont des technologies extrêmement éprouvées, robustes. Le réservoir étant une chose, il est à haute pression, il faut aussi acheminer l'hydrogène à l'intérieur du véhicule dans la pile à combustible, mais tout ça, ce sont, je dirais, des technologies qui sont aujourd'hui assez bien maîtrisées. Alors nous, puisque je suis sur ce sujet, c'est que votre question, de la sécurité, nous travaillons, nous, Air Liquide, évidemment, experts dans le domaine, mais avec un certain nombre d'autres industriels du secteur et d'autres secteurs, à renforcer, 1, la sécurité intrinsèque, et 2, les réglementations, pour que demain, au moment où l'hydrogène va se développer, nous soyons effectivement en mesure de garantir la sécurité pour tous. À cet égard, je dois dire que le rôle que jouaient les associations professionnelles et que joue aujourd'hui le Conseil mondial de l'hydrogène est très important, puisque ce Conseil mondial est multisectoriel. On y retrouve donc toutes les grandes industries, l'automobile, la chimie, le raffinage, l'énergie, les technologies, etc. Et tous ces industriels sont réunis pour justement travailler ensemble sur un certain nombre de thèmes, dont la sécurité. Donc je pense qu'en mettant les meilleures compétences mondiales autour de la table, nous serons en mesure effectivement de garantir la sécurité de l'hydrogène, mais c'est un point de vigilance parce que l'hydrogène reste un produit industriel qu'il faut savoir gérer, manipuler avec évidemment toutes les précautions nécessaires. Voilà, monsieur, la réponse sur votre question. Question suivante. Bonjour Monsieur Potier, Dorothée Sauret. Je voudrais m'adresser à vous à la fois en tant que grand humaniste et homme d'affaires absolument remarquable. Les résultats sont là. Vous communiquez dans le livret de l'actionnaire sur une nouvelle approche de la santé fondée sur la valeur. Que signifie ce terme de valeur pour vous-même et toutes vos équipes que je salue? Merci madame et merci d'être en live parce que nous avons eu un certain nombre d'internautes qui ont eu des difficultés à pouvoir mettre en ligne leurs vidéos. Donc nous sommes extrêmement contents que vous ayez pu le faire et que la question ait pu être posée comme ça en direct. Alors oui, vous avez raison, dans le domaine de la santé, on aurait pu se contenter, comme on l'a fait pendant des années, de simplement fournir des molécules au secteur de la santé, comme on le fait dans d'autres secteurs industriels.
Mais depuis maintenant de nombreuses années, nous avons développé les activités dans la santé à domicile, c'est-à-dire que nous sommes proches des patients. Et à mesure que l'on s'est rapproché des patients, nous sommes rapprochés du facteur humain. Aujourd'hui, le métier dans la santé à domicile est un métier qui est un métier de relation entre un professionnel de santé et un patient. Donc, il faut asseoir cette relation sur des valeurs. Et ce sont ces valeurs sur lesquelles Air Liquide a réfléchi, ce sont des valeurs d'éthique, ce sont des valeurs de professionnalisme, ce sont des valeurs d'humanisme, puisque derrière notre produit, notre équipement, eh bien, il y a une femme, un homme, qui est dans, je dirais, une situation difficile, puisqu'il a besoin d'une aide médicale et qui a affaire à un professionnel de santé. Donc, ces valeurs, nous les avons définies. Nous nous appuyons en fait sur un certain nombre de principes d'action qui sont communiqués à l'ensemble des salariés pour cette relation. Mais qui dit valeur dit aussi valeur économique. Et c'est le deuxième sens à la valeur, puisque nous pouvons aussi nous dire que finalement, le but de l'Air Liquide et d'une société comme la nôtre, c'est de faire du profit. Donc, dans le domaine de la santé, nous devons maximiser nos profits. Eh bien, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous nous attachons à faire en sorte que cette valeur soit une valeur reconnue par le patient dans la qualité des soins que nous lui donnons. Et nous sommes aujourd'hui dans une dynamique avec les autorités de santé à finalement être payés, être rémunérés en fonction de la vraie valeur à la fois médicale et de qualité de vie qui est apportée aux patients. Et nous avons l'usage du digital pour mesurer en fait de plus en plus cette valeur. Donc voilà ce qu'on veut dire en termes de valeur, c'est valeur au sens de l'éthique, des valeurs, mais aussi la valeur économique. Et je pense que dans le futur, c'est sur ces deux piliers que nous allons nous appuyer. Merci, madame. Merci beaucoup et bravo, vraiment bravo, monsieur. Merci. Merci, madame. Nous allons maintenant passer aux deux dernières questions. Donc, avant-dernière. Bonjour Monsieur Potier et merci de conserver ce principe de question à distance. La mienne concerne la Fondation Air Liquide. Dans ce contexte de pandémie mondiale pour lequel vos équipes sont largement mobilisées, j'aimerais savoir si la Fondation contribue elle aussi à cet engagement solidaire et de quelle manière. Et plus globalement, quelles sont les actions et les projets qu'elle mène ou qu'elle peut parrainer, notamment au niveau du développement local, puisqu'il me semble que la Fondation peut intervenir partout où le groupe est implanté. Merci beaucoup. Merci madame, parce que ça nous donne l'occasion effectivement de parler de la Fondation qui a beaucoup travaillé pendant cette période de pandémie. Je vais demander à Fabienne de vous illustrer un petit peu ce travail de la Fondation au cours des 12 derniers mois et pour le futur. Alors, vous le savez, notre fondation soutient de nombreux projets à travers le monde, 365 projets depuis sa création en 2008, avec deux thèmes principaux, la recherche et l'éducation scientifique sur les maladies respiratoires et puis le développement local des territoires, notamment via l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, il était tout à fait naturel que dans le cadre de la pandémie, la Fondation Air Liquide développe une initiative particulière et la Fondation a engagé 2 millions d'euros pour soutenir des projets scientifiques et des projets d'aide sociale d'urgence dans le cadre de cette crise. Alors 10 projets scientifiques visant à mieux comprendre le virus, ses modes de transmission, à améliorer sa prise en charge et à connaître ses effets à long terme sur le système respiratoire. Et puis 21 projets d'aide sociale d'urgence portés par des organisations partenaires de la Fondation, des associations sur tous les continents, avec des aides alimentaires, de la fourniture d'équipements de protection, des initiatives destinées à recréer du lien dans cette période d'isolement. Cette initiative va se poursuivre en 2021, avec notamment des projets de recherche liés aux conséquences de ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire les patients qui ont encore des symptômes très longtemps après avoir contracté la maladie, et puis dans le domaine de l'aide sociale, des projets qui vont être liés aux conséquences économiques de cette crise. Donc voilà un petit peu les projets de la Fondation, avec bien entendu une initiative cette année très spécifique liée à la Covid-19.
Merci Fabienne, merci Madame pour cette question. Et nous allons prendre la dernière question. Bonjour Monsieur Potier, je suis ingénieur informatique et je souhaiterais savoir comment vous intégrez le digital dans votre politique industrielle. Je vous remercie. Merci pour cette question. Quoi de mieux que le digital pour clore cette séance de questions-réponses? Alors le digital, eh bien ici, là où nous sommes, dans ce centre d'innovation, nous avons un certain nombre de nos équipes qui travaillent sur le digital, donc ce thème va résonner particulièrement bien à leurs oreilles. Le digital est quasiment partout d'ores et déjà. Il est déjà dans ce que l'on appelle le transactionnel, c'est-à-dire toutes les transactions que nous effectuons avec nos clients, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans les différents réseaux de communication. Aujourd'hui, on veut pouvoir commencer une commande par son téléphone, la finir par son ordinateur, éventuellement la revoir ou voir l'avancement par sa tablette. Il faut que tous ces canaux soient connectés. C'est aussi un partage d'informations pour les commerçants et pour les clients. Et puis, le digital est présent dans l'opérationnel. On a illustré par quelques exemples. Nous avons aujourd'hui 96 sites dans le monde d'usines qui sont pilotés par notre système SEO, c'est-à-dire de Smart Innovative Operations. Donc, ces systèmes digitaux qui ont été conçus et mis en œuvre par Air Liquide pour piloter les usines. Nous avons 7 grands centres de pilotage dans le monde et nous sommes déjà en mesure de faire de la maintenance préventive et prédictive pour éviter que des matériels cassent et donc génèrent des pannes et donc des coûts. Et puis nous avons toute la logistique de vrac, de produits liquides, et en ce moment, nous sommes en train de mettre au point la logistique bouteille. Donc vous voyez que c'est partout dans les opérations. C'est dans la santé, nous en avons dit un mot, puisque nous avons des patients qui sont connectés. Nous avons un Chronic Care Connect, un programme qui s'appelle Chronic Care Connect et qui connecte déjà un certain nombre de patients. Nous avons déjà 2400 patients connectés directement avec les équipes d'Air Liquide. Et enfin, toutes nos fonctions corporate, que ce soit les centres de services partagés en finance, que ce soit pour la formation, la gestion des ressources humaines, les enquêtes auprès des clients ou auprès des collaborateurs, pour la communication, pour vous, mesdames, messieurs, les actionnaires, pour toute notre gestion financière, nous avons du digital. Donc vous voyez qu'au-delà du mot numérique, nous sommes en fait extrêmement bien équipés et le digital est déjà une réalité dans le groupe. Voilà, monsieur, ce que je voulais vous dire sur le digital et Air Liquide. Je vous remercie pour vos nombreuses questions et l'heure avançant, nous n'allons pas pouvoir prendre toutes les questions, les traiter toutes, mais sachez qu'il sera répondu sur notre site internet aux questions portant sur des thèmes qui n'ont pas pu être abordés au cours de l'Assemblée.